j'enregistre. Donc pour aujourd'hui, on va corriger la petite application. Alors j'avais transmis deux fichiers son. Il y en avait un qui était les gammes, enfin une gamme avec une flûte. Alors je précise, une flûte très très bas de gamme, achetée 1 euro pièce à comment ça s'appelle le magasin là, qui vend tous les trucs là à côté des boucheries André là, je sais plus comment il s'appelle ce magasin là. Donc difficile de dire au bout du compte si c'est vraiment de la gamme Pythagore ou de la gamme tempérée, étant donné la précision avec laquelle a été fabriquée la flûte. On ne peut pas dire qu'elle soit d'une précision suffisante pour pouvoir affirmer que c'est dans telle ou telle gamme, mais on va y venir. Et puis j'avais fait un accord mystère avec 3 touches au piano, un synthétiseur, il fallait retrouver l'accord mystère. Donc je vous montre la correction, puis ensuite j'ai introduit ce chapitre sur la numérisation du son, et je vous communiquerai, je vous dirai quel est le travail à chercher pour la semaine prochaine. Alors, donc si je viens d'abord sur le premier son, faisons l'accord mystère déjà dans un premier temps. L'accord mystère, c'était ce fichier son. Hein. Je sais pas si vous l'entendez ici. Il n'est pas du tout harmonieux, mais je vais augmenter un peu le son. Après, c'est pas l'oreille qui compte. Hein. Donc en fait, j'avais pris un synthétiseur et j'avais activé 3 touches du piano. Il fallait la trouver quelles étaient ces touches. Donc pour ça, on sélectionne une partie du son, on fait une analyse, on trace le spectre et on regarde quels sont les pics qui sont présents dedans. Ces pics, on va relever les valeurs ici qui sont ici à pic. Donc quand je déplace mon curseur sur chaque pic. Et il faut s'attendre à trouver en fait 3 fréquences fondamentales avec des harmoniques derrière. Là, on peut imaginer que les 3 premiers pics, on va le vérifier, sont les 3 fondamentales des 3 notes qui sont jouées et que tous les autres sont des harmoniques de ces 3 notes-là. On va le vérifier. Si je me mets sur le premier pic ici et que je regarde à pic en bas, ici, je vois 174 à pic, ici en bas. 174, je peux le rentrer ici, 174, ça va me calculer automatiquement tous les harmoniques qui vont en découler, parce que ici j'ai fait x2, là j'ai fait x3, x4, ah bah non, il y a un petit souci là, je vais vérifier, x3, là c'est x4, ici c'est x5, etc. Bon, je vais pas aller au-delà, ça suffit. Donc 174 x 2 x 3 x 4 x 5, ça c'est le calcul des harmoniques, de rang 2, rang 3, rang 4, rang 5. Si je reviens à mon analyse ici, 174 ici, je sais que l'harmonique de rang 2, normalement il doit être à 348. On va voir si j'en ai un à 348. Donc je me déplace sur ce deuxième pic, je trouve 220, donc c'est pas un harmonique de celui-là, c'est une deuxième note. Celui-là, je trouve 294, c'est pas non plus un harmonique de celui-là, c'est une troisième note. Et là, 349, donc je retrouve bien l'harmonique 348, 349 de cette première note-là. Donc ça, c'est la note numéro 1, en fait. Donc je vais pouvoir dire que c'est la note 1. La note 2, c'est le deuxième pic, pour lequel je dois retrouver des harmoniques. Alors, je vais pas détailler, mais le 522, je dois pouvoir le trouver aussi pour la première note. Si je me déplace ici, c'est celui-là, la 523, là. On voit à pic. Donc si je prends la deuxième note, je vois 220. Logiquement, je dois avoir un pic à 440 quelque part. 220, si je me déplace, tac, tac, ici, je trouve 439. Donc celui-là, c'est l'harmonique de rang 2 de ce fondamental-là. Et puis je dois avoir aussi 660 quelque part, si je me déplace ici, 660, voilà. Donc cette note-là, c'est la deuxième note qui a pour fréquence fondamentale 220. Et on retrouve les harmoniques qui sont dans le spectre. Et puis il y a manifestement une troisième note. Quand je regarde ici, c'est le troisième pic en fait, à 294 Hz, quand je regarde pic ici. Si je rentre 294 Hz, là, alors je sais que l'harmonique de rang 2, il doit être à 588, je peux vérifier que je le trouve bien dans le spectre, 588, je me déplace ici, tac, c'est celui-là, 587, 588, à 1 Hz près, c'est bon. Donc, les trois
pics qui sont ici, ce sont les 3 fréquences fondamentales correspondant aux 3 notes qui ont été jouées simultanément. C'est ce qu'on appelle un accord. Donc il y a eu 3 notes. Il n'y en a pas eu 4 parce que ce pic-là, le 4e, correspond à l'harmonique de rang 2 de celui du premier. Donc 3 notes. Maintenant, il faut trouver quelles sont ces 3 notes. Je viens de dire dans mon tableau Excel que ces 3 notes, si je les mets en caractère gras ici, ce sont 174, 220 et 294. Donc si je reprends les notes suivant les gammes qu'on avait, alors on avait la gamme de Pythagore ou la gamme tempérée, mais c'est à peu près les mêmes fréquences. Je vais essayer de trouver ces notes. Dans un premier temps, on m'a dit 200, je sais plus combien j'avais trouvé, 174. Alors j'ai un petit souci, c'est que je le trouve nulle part ici. Sauf que 174, ça doit être une fréquence d'une note dans la gamme en dessous, la gamme numéro 2. Donc pour savoir de quelle note il s'agit, il faudra trouver la note dans cette gamme-là qui correspond à 174 fois 2. Et on avait vu dans le tableau Excel 348. Donc si je regarde dans ce tableau, 348, c'est un Fa en fait. Donc on avait bien un Fa sur ces pianos, mais dans la gamme numéro 2. Donc sur mon tableau Excel, je peux analyser que j'ai un Fa 2 ici. Et joué. Maintenant la note numéro 2, 220, 440, 660. À quelle note ça appartient tout ça? Si je regarde ici, 440, soit dans la gamme tempérée ou soit dans la gamme de Pythagore, 440 c'est le La. Hein. Sauf que je suis à 220, je suis 2 fois en dessous, donc c'est le La 2. Donc ici, il y a un La 2 qui a été joué au piano. Et enfin la dernière, 294, elle doit être dans cette gamme-là, numéro 3. Elle est là, 293,6, ou dans la gamme de Pythagore, 294,34, c'est un Ré. Donc la troisième note qui est jouée à ce piano, c'est un Ré, mais 3. Autrement dit, j'ai joué sur 2 gammes différentes sur le piano. Je me suis situé, alors j'ai pas le piano dessiné, mais avec 3 doigts à cheval sur 2 gammes différentes. Voilà pour le premier son à analyser. Le deuxième son, c'était les flûtes là. En fait, il fallait retrouver dans quelle gamme ça se situait. C'était pas facile ça. Donc si je prends gamme flûte, j'avais joué, si vous l'entendez ici, bon j'arrête parce que c'est insupportable, je sais pas si vous avez entendu le son, mais donc j'avais essayé de jouer une gamme à la flûte. En fait, on va pas vraiment pouvoir retrouver si c'est vraiment Pythagore ou tempéré, mais on va analyser chacune des notes pour trouver les notes. Alors ceux qui l'ont fait ont relativement bien réussi. Je sélectionne chacune des notes jouées ici, mais pas l'ensemble, et je fais à chaque fois le spectre pour trouver la fréquence. Alors juste une petite remarque pour être plus précis. Vous avez mis 584 Hz pour le premier pic. C'est juste. Sauf qu'on n'accède pas à un chiffre supplémentaire. Le plus précis serait d'aller chercher le 10e harmonique. Donc ça c'est l'harmonique de rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6, le rang 7, le rang 8, le rang 9, le rang 10. Je vais chercher le 10e. Ça va être commode. Non, c'est pas celui-là, le 10e, c'est celui-là. Si, c'est celui-là, le 10e. Ça va être commode parce que je vais accéder à un chiffre significatif supplémentaire. J'ai 582,8 ici. Je vais refaire ma sélection parce que c'est pas ce que j'avais trouvé la première fois. Tracer le spectre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 584,1. Voilà. J'ai divisé par 10 parce que je suis à l'harmonique de rang 10. 584,1, ça c'est pour ma première note. La deuxième note, on l'analyse, tracer le spectre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me place dessus. J'ai 650,4, etc., etc. Donc je pourrais retrouver les 8 notes jouées. Maintenant, s'agissant de savoir si c'est dans la gamme tempérée ou dans la gamme de Pythagore, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Si je prends les deux premières notes, 584,1 et 650,4, et que j'essaye de retrouver dans quelle gamme c'est, 584,1,
il faudrait le diviser par 2 pour se retrouver dans la gamme numéro 3. Alors, je prends la calculatrice et je fais 584 divisé par 2. Je trouve 292. Alors, non, j'avais dit 584,1, soyons précis. Donc, je vais recommencer 584,1 divisé par 2. Ça fait 292,05. Donc les deux possibilités, soit ça appartient à la gamme de Pythagore, qui normalement est à 294,34, soit à la gamme tempérée à 293,6. Sauf que là, je suis à 292,05. Donc je peux affirmer, compte tenu de la précision, je peux pas affirmer que ce soit dans la gamme tempérée ou dans la gamme de Pythagore. Je suis pas assez précis. Maintenant, si je prends la deuxième note, je vais pas toutes les faire, hein. J'avais trouvé 650,5, je crois. Je vais revérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me place sur le 10e pic et je regarde dans 650,4. Donc 650,4 que je divise par 2 pour me situer dans la gamme numéro 3, ça fait 325,2. 325,2, ça peut être cette note-là ou celle-là, mais difficile d'affirmer c'est que ce soit l'une ou l'autre. On a l'impression qu'on est plus proche à chaque fois de la gamme tempérée que de la gamme de Pythagore, mais en fait, l'écart que j'ai, il est tellement important que au niveau des incertitudes, je peux rien affirmer du tout. Je répète, hein, ces flûtes, je les ai achetées 1 € pièce. Elles sont pas du tout accordées à un mec, quelqu'un qui a l'oreille un peu musicale, qui vous entend jouer quelque chose comme ça, même si vous savez jouer de la flûte, il a les cheveux qui se hérissent sur la tête parce qu'il supporte pas ces sons-là, ils sont mal accordés. Mais nous, on s'en rend pas compte. Enfin, si, un petit peu quand vous écoutez le son quand même. Donc voilà, et puis il fallait faire ça pour chaque son. On peut faire ça sur la note numéro 3, etc. Tracer le spectre, chercher le fondamental, puis l'harmonique de rang 10 pour avoir 10 fois plus de précision. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, je trouve 718,0. Et je divise par 2 pour être dans la gamme 3. Enfin bon, on retrouvait les notes et je pouvais pas affirmer si c'est dans la gamme tempérée ou la gamme de Pythagore. Alors certains ont dit que c'était la gamme de Pythagore parce qu'il n'y avait pas les dièses. En fait, les dièses, ils existent aussi dans la gamme de Pythagore. On les a juste pas construits, mais ils existent quand même, hein. Il suffisait pour ça de continuer la démarche là avec les quintes. On peut, une fois qu'on est arrivé à celui-là, là, on peut encore faire une quinte montante, donc encore remultiplier par 3,5, et là on va obtenir un dièse qui est parti par ici, quoi. Donc ils existent quand même dans la gamme de Pythagore, même si on les a pas construits parce que ça aurait été beaucoup trop loin, mais on peut les faire, hein. Bon, alors je m'arrête là pour tout ce qui est gamme, et je vais juste introduire le paragraphe suivant sur la numérisation du son. Alors je ne sais pas quelles sont vos compétences en termes de numérique, mais il faut distinguer deux choses quand on parle de son déjà. On va pas parler d'image numérique ou d'autres choses numériques, mais de son. Il y a ce qu'on appelle un signal, des signaux analogiques et des signaux numériques. Alors, je vais juste voir qui est là encore. Ok. Bonjour Victorio que j'avais pas vu, hein. Alors, des signaux analogiques, des signaux numériques. Donc ce TP, je vous l'ai transmis par mail ce matin. Donc vous pouvez soit l'ouvrir, soit vous suivrez plus tard. Mais vous l'avez intégralement noté. Moi je vais commenter ça, on va faire les premières questions ensemble. Alors, je vais vous poser les questions, vous allez me répondre. Et puis après je vous laisserai continuer la suite chez vous, une partie de la suite en tout cas. Alors, quand je parle d'un son, quand j'enregistre un son, j'obtiens ce qu'on appelle un signal. Un signal, c'est ce genre de choses là que vous voyez dessiner, représenter ici. Vous l'avez vu en seconde, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un signal. C'est d'ailleurs un signal pur ici, puisqu'il est sinusoïdal. Mais c'est ce que rend compte un micro
c'est ce qui traduit du fait des variations, des vibrations de l'air. Il renvoie un signal électrique qui correspond à ces variations de vibrations de l'air. Donc ça, c'est analogique parce qu'on a un ensemble continu d'informations. C'est-à-dire que pour aller de, je sais pas moi, n'importe quoi, de ce point-là à ce point-là, j'ai pas une succession de points, mais j'ai un ensemble continu de variations. Ça varie de façon continue. Je le vois ici, c'est comme en mathématiques, hein, c'est une fonction continue. Il n'y a pas de rupture dans la courbe. Alors que un signal numérique, je vais avoir un ensemble de petits points comme ça. Et j'aurai pas la courbe. Donc ça va être un ensemble discret, c'est-à-dire discontinu, c'est-à-dire un ensemble de petits points, et pas une infinité de valeurs d'un point à un autre. Donc les ordinateurs, comme eux, ils ne traitent que des données binaires, des 0 ou des 1, les informations sont traduites en binaire, c'est-à-dire que d'un signal analogique, on est obligé de se retrouver à un signal binaire, c'est-à-dire un ensemble de 0 ou de 1. Alors, déjà, j'explique un petit peu ce que c'est que les 0 ou les 1. Est-ce que quelqu'un a des notions là-dessus? C'est quoi ces idées, ces histoires de 0 ou de 1 en informatique binaire? Est-ce que vous avez quelques notions là-dessus? Quelqu'un peut me répondre? Si on parle de fils, parce qu'un ordinateur, c'est un ensemble de fils électriques à l'intérieur. Quand je dis qu'un fil est à 0 ou qu'un fil est à 1, ça signifie quoi? Est-ce que vous savez? N'ayez pas peur de donner n'importe quelle réponse. Hein. Un fil. Non, tu sais pas, Babattre? Et les autres, vous avez une idée? Quand on dit qu'un fil est à 1. C'est pas un échange entre le clavier et la centrale. Allumé ou éteint, voilà, parfait Excel. Tu vois, t'es bien réveillé là. En fait, si je dessine juste un seul fil, là c'est un fil électrique, si j'ai un courant électrique qui circule dedans, alors je vais dire que le fil il est à 1, enfin un courant ou une tension, enfin en tout cas quelque chose d'actif. Je vais dire que là c'est à 1, parce que ce fil il est actif. Si maintenant ce même fil, il n'y a pas de courant du tout dedans, l'ordinateur, enfin ou l'informaticien, il code ça comme étant une valeur 0. C'est-à-dire que si j'ai pas du tout si j'ai 0 courant là-dedans, j'ai rien, alors je vais dire que ça a la valeur 0. Maintenant, ça c'est le même fil, hein. C'est le même fil que j'ai dessiné à deux instants différents. Hein. L'ordinateur, c'est plein de fils différents. Je sais pas si vous avez déjà vu des nappes. Des nappes, ce sont des ensembles de fils qui sont côte à côte comme ça. C'est plein de fils. Et bon, ces fils, ils peuvent avoir ces valeurs 0 ou 1. Et on va coder comme ça. Donc, on voit tout ce code-là. C'est comme si j'avais, alors j'arrive pas à le dessiner parallèle, un ensemble de fils qui prennent des valeurs soit 0, soit 1. Donc là, j'ai plein de fils. C'est ce qu'on appelle une nappe. Si je fais une petite recherche internet, regardez nappe en informatique. Ouais, mince. Oh, putain. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip, ouais, mort de rire. C'est bon, vous me captez là? Ok. Donc si je cherche nappe en informatique, je cherche une image, hein, vous voyez des nappes, vous en avez là. Bon, ça c'est une nappe. Ça c'est une connectique sous forme de nappe. Et on voit que vous avez une multitude de fils les uns à côté des autres. On voit pas l'écran, ouais, pardon. Ok. Je repartage mon écran. Voilà, j'ai fait une recherche sur internet, voilà, ça c'est une nappe. Dans un ordinateur, vous avez des nappes comme ça, avec des fils de partout, dans des circuits imprimés, et ça c'est une nappe. Vous avez plein de fils. Et ces fils, en fait, alors on en a autant que de petits trous qui sont là. Hein.
alors des nappes plus ou moins grandes, bah, ces fils ils vont prendre soit des valeurs 0, soit des valeurs 1. C'est bon là, vous m'entendez là? Ouais, vous voyez, ok, nickel. Donc, je reviens à mon histoire de numérique. Quand je dis que je code, alors c'est valable pour tout, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pas que pour le son, hein, pour une image aussi. Hein. Quand j'ai une succession de valeurs qui valent 0, 1, 0, 1, ça veut dire que ces fils, ces nappes, elles vont prendre, chaque fil va prendre une valeur, soit 0, soit 1. Donc, si je reprends mon code de couleur, là, je prends la couleur noire, je peux imaginer que dans le premier fil, bah, j'ai pas de courant, dans le deuxième, j'ai un courant puisqu'il est à 1, dans le troisième, j'ai pas de courant, dans le quatrième, j'ai un courant, et ainsi de suite. Voilà comment bah, ce code il est fait. Après, évidemment, quand j'ai fini tous les fils qu'il y avait dans la nappe, bah, je repasse au premier fil. En fait, il y a une espèce de temporisation qui fait qu'on va pouvoir enchaîner comme ça les successions de valeurs 0, 1, etc. Et donc, pour passer de ce signal analogique qui est à un signal numérique, on utilise ce qu'on appelle un convertisseur. Alors, vous en avez dans vos ordinateurs. Hein. Audacity en est un, mais enfin, il y en a plein. Un micro d'ordinateur qui enregistre du son, traduit tout ça en numérique de toute façon, donc il y a un convertisseur. Toute la question va être l'histoire de ce découpage en points. Alors on va voir, il y a deux notions, il y a l'échantillonnage et il y a ce qu'on appelle le pas. Ça, c'est les choses que vous devrez savoir par la suite. Donc la numérisation est faite par un convertisseur analogique numérique, CAN, tel que celui qu'on retrouve dans une carte d'acquisition. Quand on utilise Lattice Pro, il y en a une. Quand on utilise un micro, il y en a une. Enfin, il y en a de partout dès que j'ai un ordinateur. Alors, première petite application, là, ça va être à vous de jouer. Je vous laisse 3 minutes. Vous avez des exemples de situations. Soit c'est des signaux, soit c'est des petites phrases. Il faut classer de A à H chaque situation dans la catégorie de l'analogique ou du numérique. Donc je vous laisse 2-3 minutes pour chercher ça. Vous faites un tableau à 2 entrées, analogique ou numérique, et puis vous essayez de classer toutes ces situations-là. Donc il est 9h30, à 9h33, on voit ensemble la correction. Donc analogique, ça veut dire que c'est une succession continue de valeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption. Numérique, ça veut dire qu'on passe d'une valeur brutalement à une autre. Bon, alors bah je vais interroger nominativement certains élèves. Tiens, il y a une personne supplémentaire que j'ai pas vue encore. Sinem, bonjour Sinem. Alors je vais demander, tiens, Chérine. Chérine, le petit A, est-ce que c'est analogique ou numérique? Qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, tu m'as dit... Ah, elle n'arrive pas à se connecter. Donc Chérine, le A, c'est numérique ou analogique? Je ne suis pas sûr, mais je dirais analogique. Ouais, c'est ça. Ababakr, le B. Alors, je précise pourquoi analogique, hein, parce que j'ai une succession continue de valeurs. Donc le B, Ababakr, tu m'as dit quoi? Numérique, ouais, effectivement. Titouan, évolution de la température au cours d'une journée. Analogique ou numérique? Est-ce que ça évalue de façon continue, sans interruption, ou c'est brutalement, ça passe de 1 à 2 degrés, à 3 degrés? Qu'est-ce que t'en penses? Analogique, ouais. Enfin, on continue. L'affichage toutes les heures des températures. J'ai demandé à Nad, c'est qui que j'ai Sinem. Affichage toutes les heures des températures. Est-ce que c'est analogique ou est-ce que c'est numérique? C'est toutes les heures, j'affiche la température.
Non, il m'a répondu analogique, j'aurais dit. En fait, c'est numérique, parce que comme c'est toutes les heures, et ben, je vais passer par exemple brutalement de, je sais pas si le matin il fait 15 degrés à 8 heures et puis qu'à 9 heures il se met à faire 17, ben, je passe brutalement de 15 à 17 et j'ai pas les valeurs intermédiaires. Donc je sais pas, je dis n'importe quoi. Je suis le matin, il fait 15 degrés ici et après il fait 17 degrés. Ben, j'ai pas les valeurs qui sont entre les deux. Je les connais pas. Donc c'est du numérique. Euh, le D'accord, ok. Alors le film diffusé en streaming sur internet, Axel, tu connais ça toi? C'est numérique ou analogique? Analogique? Bah non, puisque tu utilises un ordinateur, c'est du numérique. Alors c'est un peu délicat parce que comment le prouver? Bah, comme c'est un ordinateur qui le diffuse, c'est que c'est un ordinateur, il ne gère que une succession de valeurs binaires, des 0 ou des 1. C'est-à-dire que le son est codé et numérisé en succession de 0 et de 1, mais l'image aussi. Alors ça c'est pas au programme, mais l'image on peut la coder avec des pixels en valeur de 0 et de 1. Tout ce qui est sur PC est numérique, ouais. Tout ce qui est pur sur PC est numérique. C'est sûr. Et même maintenant, la télé que vous regardez, elle est quasiment tout numérique, parce que si vous l'avez via votre connexion Internet, c'est du numérique. C'est rare maintenant les personnes qui ont une espèce de râteau sur le toit pour avoir la télévision chez eux en analogique. Ça se fait plus trop ça. Il y a bien que la radio qui est encore analogique. Sinon, tout passe par un traitement informatique et donc du numérique. Je continue, donc ça c'est du numérique. Le F sont émis par un haut-parleur relié à un lecteur de CD. Alors ça c'est assez subtil. C'est-à-dire qu'au départ, si c'est un lecteur de CD, c'est que c'est du numérique. Un CD, c'est codé dessus en numérique. C'est des valeurs de 0 et de 1. D'ailleurs, un CD, si vous avez déjà vu ça de près, maintenant on en voit de moins en moins, mais si on regarde ça au microscope, c'est des trous. Ça tourne comme ça et puis il y a des trous plus ou moins longs en fait. Quand c'est dans un trou c'est des 0 et enfin quand ça bascule d'un trou à une bosse c'est que ça passe d'un 0 à un 1. Donc c'est des successions de 0 et de 1. Mais comme c'est relié à un haut-parleur, donc ça c'est assez subtil, un haut-parleur comme ça c'est une membrane qui va avancer ou reculer. Donc si je lui envoie une succession de 0, de 1, de 0 et de 1 ici, c'est-à-dire grosso modo pour simplifier, je lui demande d'avancer ou de reculer, bah, il y a deux positions, il y a une position devant et une position derrière. C'est pas aussi simple que ça, ça peut aller très loin devant ou très loin derrière, plus ou moins rapidement. Mais bon, pour faire simple, la question c'est est-ce que j'ai les positions intermédiaires? Bah, dans la réalité, un haut-parleur, comme ça, qui a une membrane qui bouge, bah, il va pour passer de cette position à celle-là, bah, il va passer par les positions intermédiaires. Il peut pas, il sait pas comme par magie, tiens, je disparais puis je réapparais ailleurs. Donc en fait, ça va fabriquer un son qui est analogique, alors que ça part d'un signal numérique au départ. Parce que l'évolution de la position de la membrane est forcément analogique. Ça peut pas être discontinu. Je peux pas brutalement avoir ma membrane là et puis un instant après l'avoir à 1 cm plus loin. C'est pas possible. C'est forcément passé par les positions intermédiaires. Bon, ça, vous connaissez plus un magnétoscope sur cassette VHS. Il faudrait que je le retire, ça. Mais c'était pour dire qu'avant, on avait des films en analogique. Sur des... c'était comme des pellicules argentiques, je sais pas si ça vous parle, par rapport à la photo numérique, il y avait des pellicules où il y avait une espèce de produit chimique déposé dessus, et en fonction de l'image qui venait sur la pellicule, ça reproduisait l'image qu'on avait capturée avec l'appareil photo ou avec la caméra. Donc ça, c'est de l'analogique. Et enfin, ça, c'est du numérique. Alors, je vais tout résumer sous forme de tableau, je vais effacer toutes mes annotations. Donc, les signaux analogiques, pour résumer, ce sont le A, le C, la température au cours de la journée, le F, parce que le haut-parleur passe pas d'une position à une autre comme ça brutalement, et le G, parce que le VHS, les vieilles cassettes vidéo, je sais pas si vous avez vu ça chez vos grands-parents, les vieilles cassettes vidéo comme ça avec une bande magnétique, c'est du VHS, c'est de l'analogique. Et tout le reste, c'est du numérique. Alors, maintenant, ce qu'on voit pas ici, ici c'est un son, c'est un signal sonore, donc qui évolue en fonction du temps, et là il est découpé. Alors,
il y a plusieurs paramètres qui vont avoir leur importance quand on va coder informatiquement un son, un signal analogique que je veux transformer en signal numérique. Il y a l'échantillonnage et la quantification. Alors si je prends un petit code de couleur que vous compreniez bien, je veux prendre pour l'échantillonnage du vert. Alors échantillonner un signal comme ça, c'est le découper. Alors je vais essayer de faire des traits verticaux, mais alors pardonnez-moi si c'est pas très clair, hein, mais c'est découpé en tranches comme ça, dans le temps. Ça c'est échantillonner. Je découpe des tranches. Alors là, j'ai essayé de faire parallèle, mais j'ai un peu du mal. J'ai choisi cet écart-là. J'aurais pu avoir des tranches plus larges, comme ça, ou des tranches plus rapprochées. Alors, ça, c'est des échantillonnages différents. En fait, on découpe le temps. C'est un découpage dans le temps. Maintenant, la quantification que je vais faire, aller en rouge. On va pas découper dans le temps, mais on va découper les valeurs verticalement. Ce sont des valeurs de tension verticale. C'est-à-dire que je vais choisir un certain nombre de paliers, comme ça, que peuvent prendre les valeurs du signal. Donc en gros, je découpe mon axe en plein de petites graduations, et ces petits paliers bleus ne peuvent prendre que les valeurs de ces graduations que j'ai mis. C'est-à-dire qu'entre là et là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran mon petit pointeur, je vais changer de pointeur, entre ce trait-là et ce trait-là, l'ordinateur, je ne lui ai pas permis de proposer une valeur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la quantification, ou alors le pas aussi, ça s'appelle le pas. Alors quand on parle d'échantillonnage, on parle notamment de fréquence d'échantillonnage, puisqu'on découpe dans le temps. Vous savez que ce qui se passe dans le temps, on peut appeler ça des fréquences. Quand je parle de mes repas que je prends chaque jour, je vais parler de la fréquence de mes repas, j'en prends 3 par jour. Donc la fréquence, ça va être le nombre de découpages que je fais par seconde. C'est ça une fréquence. Donc le nombre de tranches verticales, le nombre de tranches comme ça que je vais prendre par seconde. Donc quelques généralités, là je vous ai expliqué oralement, vous avez ce cours là qui est fourni avec les généralités. Donc numériser, c'est découper en, pourquoi j'ai pas les mots qui montent, en échantillons de durée égale. Donc ça c'est l'échantillonnage. Je vous parlais des tranches de temps que je découpe. J'ai un échantillon qui est là et j'ai une succession d'échantillons temporels. Donc j'ai décidé de découper tous les TE qui sont la durée d'échantillonnage, qu'on peut appeler aussi la période d'échantillonnage. Eh bien, la fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre d'échantillons par seconde, et ça va s'exprimer comme une fréquence pour le son, 1 sur la période d'échantillonnage. Donc si par exemple je choisis, je dis n'importe quoi, mais de prendre une valeur toutes les millisecondes, donc ici j'ai 1 milliseconde qui s'est écoulée, puis encore 1 milliseconde ici, encore 1 milliseconde ici, donc je prends une valeur toutes les millisecondes. Alors la fréquence, elle va être de 1 sur 1 milliseconde, c'est-à-dire 1 sur 0,001 seconde. Ça va me faire 1000 Hz. Ça veut dire quoi ça? Ça signifie qu'en fait, je vais demander à l'ordinateur d'aller prélever 1000 valeurs du son par seconde. Il va me donner 1000 valeurs par seconde, mais des petites valeurs qui seront ces petites croix-là. 1, 2 valeurs, 3 valeurs, 4 valeurs, etc. Il va aller en chercher 1000 par seconde. Donc si j'ai choisi 1 milliseconde entre deux échantillons. Donc après, je peux choisir des fréquences plus ou moins grandes. Ici, j'ai une grande fréquence, et ici une faible fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire que j'en prends pas beaucoup dans le temps, là j'en prends beaucoup. C'est des tranches fines. On voit que ce que je récupère en numérique, quand la fréquence est grande, ça ressemble plus, les petits paliers bleus ici, qui sont des valeurs numériques, cette succession de petits paliers ressemble plus au signal que ici.
où j'en ai pris un peu moins souvent. Et si j'annule, si je supprime, que je connais plus le signal rouge et que j'ai que les paliers bleus, eh ben, ça ressemble plus tout à fait au signal que j'avais au départ. Donc il va falloir trouver une fréquence qui me permette d'avoir quelque chose de relativement fidèle au signal de départ, pour que je suive l'évolution comme il faut du signal de départ. Alors, plus la fréquence d'échantillonnage sera grande, plus la période d'échantillonnage sera petite. Donc quand la fréquence est grande, la période est petite. Alors je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, ce fichier-là que je vous ai transmis ce matin par mail, mais sinon soit vous l'imprimez, soit je vous le fais passer aussi par Word, et en regardant la vidéo là que je mettrai sur internet, vous pourrez compléter les trous qui manquent dans le cours. Maintenant, plus le nombre d'échantillons, quand j'ai une période d'échantillonnage qui est petite, c'est-à-dire une durée entre deux valeurs qui est assez courte, alors plus le nombre d'échantillons sera grand, parce que je vais avoir plein de valeurs, plein de croix qui sont rapprochées les unes des autres. Maintenant, plus le signal numérique sera proche du signal analogique, donc c'est-à-dire que plus j'aurai une fréquence qui est grande, plus je découpe les choses finement comme ici, c'est une fréquence grande, plus je vais avoir de valeurs bleues, et donc plus je serai proche du signal de départ. Et donc, meilleure sera la numérisation. Donc évidemment, je pourrais prendre la fréquence maximale à chaque fois, j'aurai le son de la qualité maximale, mais par contre, j'aurai des ordinateurs qui rament en permanence parce que j'aurai trop d'informations à traiter. Donc il va falloir trouver un compromis en fait, et trouver la meilleure fréquence permettant de pas trop saturer les ordis, mais d'avoir une qualité sonore tout à fait acceptable. Alors, je commente le petit 2, et puis après je vous indiquerai ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Donc c'était une approche expérimentale qu'on ne peut bien évidemment pas faire en virtuel ici, mais il s'agissait d'utiliser un générateur. Un générateur, c'est comme une pile, hein, qui envoie des signaux qui sont variables. Basse fréquence, ça veut dire qu'on peut changer les fréquences comme on veut, et on peut envoyer un signal sinusoïdal comme ça dans les fils électriques. Donc on pouvait utiliser ce qu'on appelle un GBF et envoyer ça à un ordinateur pour qu'il le numérise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si j'avais un son sinusoïdal ici, et je veux le numériser avec un convertisseur analogique numérique pour obtenir des 0 et des 1 après, etc., par l'ordinateur. Donc pour ça, je demandais de régler le GBF sur un signal sinusoïdal avec une fréquence de 500 Hz pour signal et une amplitude de 2 volts. L'amplitude, c'est de combien verticalement ça monte au maximum. Ça montait de 2 volts les pics et ça descendait à moins 2 volts. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. On va pas pouvoir le faire. Et puis, pour numériser ça, avec Lattice Pro, il y avait deux possibilités. Soit de régler une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz, soit dans le deuxième cas de régler une fréquence de, je sais plus, 40 kHz ou 1000. Non, je sais plus la deuxième, c'était combien? Le deuxième cas, une grande fréquence d'échantillonnage, c'était, je l'ai plus en tête. Je vais le regarder. Je vous laisserai chercher le deuxième cas. Je vous explique le premier cas et je vous laisserai chercher le deuxième cas. Alors, dans Lattice Pro, pour les paramètres d'acquisition, c'est-à-dire comment je vais numériser le signal qui arrive, le signal qui est comme ça, qui arrive comme ça, voilà tous les réglages que je peux faire à la main. Je peux régler le nombre de points total que je vais enregistrer sur mon acquisition. TE, c'est la période d'échantillonnage, c'est-à-dire la durée entre deux points. Et total, ça va être la durée totale de l'enregistrement. Donc si ici je cherche à avoir une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz, c'est-à-dire 1000 Hz, 1000 valeurs par seconde. Et qu'on me demande de régler ces différents points. D'abord, pour la période d'échantillonnage, si je reprends le cours précédent, la période d'échantillonnage, TE, c'est 1 sur FE. Parce que si FE est égal à 1 sur TE, c'est des choses que vous avez vues en seconde et peut-être en SP, TE va être égal à 1 sur FE.
Donc, si FE vaut 1000 Hz, bah, TE, ça va être 1 sur 1000, ça veut dire que ça va faire 1 milliseconde. Donc, je vais avoir 1 milliseconde de durée d'échantillonnage. Autrement dit, ici, il va falloir que je règle sur 1 milliseconde. Donc, je peux le rentrer sur l'ordinateur, dire, tu me prends une valeur toutes les millisecondes. Donc, 1 milliseconde qui sépare 2 points. Donc, si je veux une durée totale, comme c'est donné, de 10 millisecondes, si je veux 10 millisecondes ici au total, c'est ce qu'on me demande, et que j'ai une valeur toutes les millisecondes, bah, le nombre de points total que je vais prendre, bah, c'est 10. Je vais avoir 10 points. Donc voilà tous les réglages qu'on peut faire, je vous laisserai faire le suivant, et voilà ce qu'on obtient quand on numérise avec ces paramètres-là. Voilà ce qu'on obtient comme signal numérique. Alors que le signal de départ, que je vais mettre en jaune, c'était celui-là. Donc là, on ne peut pas parler d'une bonne numérisation parce que je ne peux pas suivre l'évolution correcte du son de départ, du signal de départ. Ça ressemble pas franchement, cette succession de petits points bleus, c'est la seule chose que je connais dans le numérique, ne ressemble pas complètement à cette succession de valeurs jaunes qui est en analogique. Donc je vous laisserai m'indiquer quels sont les réglages à faire dans le deuxième cas, et je vous laisserai chercher la suite où vous n'avez pas besoin, vous aurez besoin d'Audacity. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas réussi à le télécharger. Pour certaines parties, vous aurez besoin d'Audacity. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit là? Non? Donc je vous envoie par mail. Est-ce qu'on aura également? Ça veut dire quoi ta question? Besoin de? J'attends la suite. Lattice Pro. Non, Lattice Pro, non. Vous n'aurez pas besoin de Lattice Pro. Non, Lattice Pro, vous l'avez pas chez vous. Et donc, vous pouvez pas l'utiliser. Vous aurez juste besoin, dans la deuxième partie ici, d'indiquer quels sont les réglages à faire là. Donc, on n'a pas besoin de Lattice Pro, il faut juste réfléchir. Ces réglages-là, sachant que la fréquence d'échantillonnage que je vais vouloir régler, ici, ça c'est le fichier que je vous ai donné. Là, dans la deuxième partie, on vous dit, dans le deuxième cas, on veut 20 kHz de fréquence d'échantillonnage. Donc dans ce deuxième cas, il va falloir me dire qu'est-ce que vous allez régler ici dans toutes ces valeurs-là. Quelles sont les valeurs qu'il faut régler. Donc faire la mécanification du nombre de points, etc. Et voilà l'observation qu'on obtiendrait de la numérisation obtenue grâce à une fréquence de 20 kHz. On voit vite qu'à 20 kHz, on a quelque chose qui ressemble au signal de départ, alors que à 1 kHz, ça ressemble pas. Et puis après, il y aura d'autres questions dans la suite, vous verrez. Bon, alors, il y a Iba qui vient d'arriver. Tiens, bonjour Iba, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Mais t'arrives un peu tard. Hein. J'ai tout filmé, je le mettrai. Bonjour Nada aussi. Je vous mets la vidéo. Je suis désolé Nada, si tu peux pas utiliser Audacity. J'ai pas trop d'autres solutions. Il y a encore un petit travail à l'aide d'Audacity, mais pas tout le travail ne sera pas à l'aide d'Audacity. Il y a des choses qui sont à faire sans Audacity aussi pour la semaine prochaine. Bon, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir, bonne sieste Axel. Et à la semaine prochaine et profitez du pont de l'Ascension. Pour votre mail, je viens de le recevoir juste ce matin. Oui, mais ça c'est normal, le fichier je l'ai envoyé ce matin. Ok.